Johann Chapoutot, vous allez traiter de la liberté, vaste sujet. Je vais commencer par une citation de Sartre que vous pouvez dévier et interpréter comme vous le souhaitez. La voici. À tous les philosophes qui s'en font les défenseurs, il est permis de poser une question préalable à propos de quelle situation privilégiée avez-vous fait l'expérience de votre liberté. Vous avez le droit de changer le début de la phrase en disant « à tous les historiens qui s'en font les défenseurs ». Voilà. Oui, c'est une intéressante citation. Il y aurait beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur ce que l'on appelle l'existentialisme. Alors le terme est un petit peu éculé, mais en fait il est très juste sur ce que c'est que l'être humain, l'existence, le fait d'être projeté dans le temps en se sachant mortel. Donc, la problématique de la liberté en découle. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais effectivement, il peut paraître curieux de prime abord d'associer histoire et liberté. Parce que l'histoire est souvent associée, pas toujours injustement, hélas, à l'apprentissage un peu servile de dates, de faits, de notions, bref, quelque chose qui est antithétique à la liberté. Parce que si la liberté peut se déployer au sens de la créativité dans l'exercice littéraire, par exemple, l'exercice de la fiction, de la rédaction, de la composition, il n'en va pas de même pour l'histoire. Où là, on est censé régurgiter du savoir de manière appliquée et pas du tout créative. Donc c'est un petit peu le souvenir scolaire désagréable que l'on a de l'histoire psittacique, qui consiste à répéter comme un perroquet. D'ailleurs, il y a une très longue tradition pédagogique en amont de tout cela, apprentissage par cœur, des cabinets, des guerres, des batailles, etc. Bon. Et puis il y a cette idée aussi terrible de l'emprisonnement par l'histoire personnelle, avec cette phrase de Nietzsche dans la seconde considération inactuelle qui m'avait beaucoup marqué, qui définit ce qu'il appelle l'histoire antiquaire par cette maxime « laissez les morts enterrer les vivants ». Et Nietzsche se révolte contre cette conception de l'histoire et contre l'histoire tout court, puisque c'était comme cela qu'on l'a pratiqué en Allemagne à son époque, il était lui-même universitaire. Lui retourne la chose en disant « laissez les vivants enterrer les morts », quand même. L'histoire, précisément, ça sert à ça aussi, à laisser les vivants enterrer les morts. Donc, a priori, il y a quelque chose de contradictoire, d'antithétique entre histoire et liberté. Or, très profondément, et de manière très, très convaincue, c'est l'expérience inverse que personnellement j'ai pu faire. Déjà, pour reprendre ce que disait Nietzsche, laisser les vivants enterrer les morts. Alors les psychanalystes auraient beaucoup à dire là-dessus, les thérapeutes de manière générale, mais de fait, l'histoire, ça sert aussi à ça. Ça sert à avoir une vision lucide, éclairée du passé, une vision qui soit moins mythologique, qui soit moins religieuse aussi, bref, à en faire un espace d'intelligence lucide, d'éclaircissement, pour soi et pour le groupe. Donc ça, c'est une première chose qui est très importante. Là encore, à titre individuel, comme à titre collectif. Mais quelle différence vous établissez entre l'histoire avec un grand H et le fait de pratiquer le métier d'historien, l'historiographie. Parce que il y a la liberté, et le contraire de la liberté, c'est le déterminisme, quel qu'il soit, déterminisme physique, social, psychique, tout ce que vous voulez. Je vous donne une deuxième citation pour vous faire, pour vous aiguillonner sur le lien entre histoire et liberté. Un ami à vous, Goethe, disait « Il suffit que l'on se déclare libre pour se sentir à l'instant déterminé. Quiconque ose se déclarer déterminé se sent libre. » Vous voyez le paradoxe. Qu'est-ce qui vous inspire ? Goethe était un bon lecteur de Spinoza, bien sûr. Alors, évidemment, beaucoup de gens pourraient opposer à ce que je suis en train de dire
une accusation de naïveté. Hein. Nous sommes déterminés par bien des choses, bien sûr. Mais alors, être conscient de ces déterminations, ça aide beaucoup déjà. La pratique des sciences sociales et singulièrement la pratique de l'histoire permet justement d'élucider ces déterminations-là et d'arriver à une prise de conscience. Ça, c'est une première chose. Ensuite, en termes de pratique sociale, de vie et de mode de vie, devenir historien, ça peut signifier devenir universitaire. Et l'université est le lieu de la liberté. Alors, ça l'est de moins en moins, parce que l'université n'est pas hors de la société, elle n'est pas hors sol et hors temps, elle est gagnée par des logiques sociales de compétitivité, de performance, de managérialisation, de standardisation, etc., qui sont absolument déplorables. Mais dans sa définition même, depuis le Moyen-Âge, hein, où on a créé l'Universitas Studiorum et Professorum, c'est-à-dire cette union des étudiants et des professeurs, c'est le lieu de la liberté. Indépendance vis-à-vis du roi, indépendance politique, et, quand on avait de la chance, indépendance, c'était plus difficile, vis-à-vis de l'Église. Et la notion de liberté académique vient de là. Elle est consacrée désormais constitutionnellement, hein, par une décision du Conseil constitutionnel en 1971, et elle dispose, hein, cette notion-là, que dans le cadre de son exercice professionnel, l'universitaire, bien qu'il soit fonctionnaire, est parfaitement libre de son expression, sans devoir de réserve, ce qui n'est pas le cas pour les autres types de fonctionnaires. Dès lors, il y a jouissance de cette liberté académique qui est consubstantielle à l'exercice de la recherche. Parce que comment poser de vraies questions, des questions pertinentes, et comment tenter d'y répondre si on n'est pas libre, non seulement de poser des questions, mais également d'apporter des réponses. Donc ça, très clairement, cette liberté-là, j'en jouis de manière consciente, avec la conscience aussi, hélas, que c'est un privilège, que ça ne devrait pas être. Hein. C'est un privilège social, que de pouvoir être libre de tutelle, de hiérarchie, de patron, de commandement. Encore une fois, l'espace universitaire est gagné de plus en plus par des aliénations. Les appels à projets, par exemple. Hein, le financement par appel à projet, où vous êtes curieusement enjoint à donner le résultat de votre recherche avant même de l'avoir commencé, pour obtenir vos crédits, ce qui est quand même un petit peu curieux. Ou la dépendance à des intérêts politiques et privés de manière croissante. Et, je vous le disais, cette managérialisation qui nous fait suffoquer, et par ailleurs, cette standardisation que je vois à l'œuvre, hélas, dans le parcours, ça commençait déjà avec ma génération, dans le parcours des jeunes historiennes et des jeunes historiens, qui doivent, comme on le dit vulgairement, cocher des cases pour pouvoir être éligibles à des postes qui sont d'ailleurs de moins en moins pérennes. Or, on a besoin de pérennité, on a besoin de sécurité, on a besoin de financement pour pouvoir déployer l'intelligence et pour pouvoir répondre à ce qui est notre vocation, répondre à cette demande sociale d'élucidation. Hein. On nous demande de dire des choses intelligentes, on nous demande d'éclairer, on nous demande d'être décalé, on nous demande de faire penser, de faire réfléchir. Et cela n'est possible que dans la jouissance la plus complète possible, la jouissance optimale, c'est-à-dire du mieux que l'on peut de cette liberté. Ce qui compte, donc, c'est précisément de pouvoir exercer sa liberté. Oui. Et Paul Valéry disait que c'était un mot détestable, la liberté, mais enfin, vous savez qu'il avait parfois des aphorismes un peu rapides, parce qu'il disait que c'était un mot qui avait plus de valeur que de sens. C'est un peu comme la décision, c'est-à-dire on fait trop croire, souvent, je le dis là très 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 simplement, finalement, dans l'espace public commun, très peu de gens ont accès à la décision, à pouvoir décider. Aujourd'hui, disons, la notion de pouvoir est un peu tombée en désuétude, elle n'a pas été réarticulée, disons, mais on est en plein cœur de cette question de la liberté de la décision, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous permet ou pas d'exercer notre liberté, nos capacités, et de pouvoir décider. C'est quand même ça l'enjeu.
Là, on va de même de la notion de volonté, hein. Et c'est précisément la pratique de l'histoire qui permet d'éclairer ce genre de processus qui ont mené à la démonétisation de telle ou telle notion, de tel ou tel processus ou tel procédé. Et là encore, ça permet d'être plus conscient et donc plus libre. Alors, de manière optimale, une fois de plus, c'est-à-dire du mieux que l'on peut. Hein. Évidemment, on reste tributaire de certaines lois de la biologie, hein, l'évolution du corps, de certaines lois physiques. Il vaut mieux ne pas tomber du 4e étage, sinon on s'écrase. Hein, ça s'appelle la loi de la gravitation. Bref, on est soumis à certaines déterminations, mais encore une fois, dans l'espace social, être conscient de tout cela permet au mieux d'être libre. Alors, vous qui avez souvent insisté justement sur cette liberté académique, vous avez l'impression que vous pouvez en transmettre tous les attendus à vos étudiants aujourd'hui ? C'est de plus en plus difficile pour les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs qui veulent entrer dans la carrière, comme on dit. D'une part, en raison de la diminution du nombre de postes, la diminution des crédits pérennes. Hein. Je ne parle pas de crédits attribués à tel programme ou à telle chaire qui sera temporaire. C'est de plus en plus difficile. Mais ce que je leur dis, c'est que dans l'espace social tel que nous le vivons, tel qu'il est structuré et tel qu'il évolue, dans sa force d'inertie, hein, la vie intellectuelle, la vie académique, la vie universitaire est le lieu où on peut être le plus libre possible. Encore. Quitte à défendre, bien entendu, cette liberté du mieux que l'on peut, hein, pour la préserver. Mais c'est un lieu où on peut vivre une vie pleinement humaine, en fait. Hein, ce que les anciens appelaient la vita bona, hein, ou le bios theoretikos, c'est-à-dire cette vie de réflexion où l'on est proprement soi. C'est ça aussi une définition possible de la liberté, non pas aliéné pour devenir un robot managérial, un clone de cabinet de conseil ou un bouffon politique, mais être pleinement, authentiquement et proprement soi. Alors, pas dans une espèce de vertige égotiste et nombriliste, hein, mais proprement soi, c'est-à-dire un être pensant qui, par l'exercice de la pensée, accède à l'universalité humaine, accède à l'étude de l'humain dans tout le prisme de ses modalités, de ses expressions, accède également au plein développement de ses facultés. C'est pour cela que les anciens, comme on dit, d'Aristote à Sénèque, valorisaient ce bios theoretikos, cette vie intellectuelle qui permettait la pleine réalisation de l'homme. Alors, à propos du déterminisme, à l'instant, vous avez évoqué très rapidement les sciences sociales. Mais on va terminer par une question qui était déjà dans l'introduction de la notion. La phrase de Sartre, c'était « À propos de quelle situation privilégiée avez-vous fait l'expérience de votre liberté ?» Or, vous savez, puisque dans vos 100 mots de l'histoire, au mot liberté, vous citez René Char, nous héritons d'aucun testament. Alors, si je vous pose la question, à propos de quelle situation privilégiée avez-vous fait l'expérience de votre liberté, vous allez me dire c'est trop subjectiviste, ou je réponds du côté des sciences sociales ou du côté de ce qu'il reste de Sartre. Pour répondre à cette question, l'expérience privilégiée de la liberté, c'est peut-être le moment de la recherche. Le moment de la recherche où l'on définit ses propres questions et on tente d'y répondre grâce à une documentation dont on dépend, mais l'exploration de cette documentation permet de faire naître d'autres questions et de faire vivre l'intelligence, une intelligence pour soi, dimension subjectiviste, mais partagée avec des étudiantes et des étudiants, avec des lecteurs, diffusion dans l'espace social de cette intelligence propre aux sciences humaines et aux sciences sociales, qui sont des sciences d'interrogation, d'élucidation et d'émancipation. Vous citiez les 100 mots d'histoire, une des entrées est une entrée très courte dans sa formulation, qui est D. D-E, accent aigu, tiré. D comme démythifier, défataliser, désacraliser,
dénaturalisé, etc. Et c'est ce que l'on fait précisément en histoire. On montre que la famille, dont on a beaucoup parlé ces dernières années au moment de certaines réformes du Code civil, n'est pas un bloc armé d'une majuscule qui est né dans une crèche à Bethléem et qui aurait traversé les âges pour arriver au XXIe siècle. Il devrait à tout prix être préservé. Non, famille, c'est une création du XIXe siècle, point. C'est très récent. Donc on démythologise, on démythifie, on défatalise. Et de ce point de vue-là, on ouvre, on respire. Je reviens à Nietzsche, laissons les vivants enterrer les morts. Ça nous permet aussi de rouvrir l'univers des possibles, de voir que ces morts-là ont été des vivants face à un univers des possibles très large, et l'histoire sert aussi à rendre cette indéfinition, cette indétermination des contemporains que l'on étudie, voir que face à eux, il y avait l'infini des possibles, qu'il y a eu des choix qui ont été faits. Et le fait d'être sensible à ça nous permet, nous aussi, d'investir notre présent de manière non fatale, de manière pleinement ouverte et un peu plus libre.